Mes parents m'ont négligé et n'ont même pas remarqué que j'étais parti de la maison. Maintenant, mon père me menace de couper les fonds pour l'université, sauf que j'ai obtenu mon diplôme il y a 3 ans. Je suis le plus jeune de 5 enfants, et quand je dis le plus jeune, ce n'est pas juste d'1 ou 2 ans. Il y a environ 7 ans d'écart entre moi et mon frère ou ma sœur le plus proche. Et honnêtement, j'ai toujours eu l'impression d'être invisible en grandissant. Mes frères et sœurs avaient tous leurs propres problèmes, et je suppose que mes parents se sont simplement dit que, puisque je n'étais pas malade et que je n'avais pas de problème de santé mentale comme les autres, je n'avais pas besoin d'eux. Je ne veux pas me plaindre pour attirer la pitié, mais c'est la vérité. Les autres allaient sans arrêt à l'hôpital, en thérapie, et tout le reste. Et moi? J'étais juste là. On appelle ça un « enfant de verre », non? On peut me voir, mais on ne me remarque pas vraiment. Pour être honnête, ça me convenait plutôt bien la plupart du temps. Je passais beaucoup de temps seul à jouer aux jeux vidéo, à lire, à m'occuper tout seul. J'ai dû apprendre à me divertir par moi-même, parce que, eh bien, il n'y avait personne d'autre pour le faire. Ce n'est pas comme si on attendait de moi que je m'occupe de mes frères et sœurs, d'ailleurs. J'ai vu des gens dire qu'ils avaient dû sacrifier leur enfance pour s'occuper des leurs, mais ce n'était pas mon cas. Mes parents géraient tout ça, donc je leur accorde ce mérite. Mais comme je ne causais pas de problème, comme je n'étais jamais en crise comme les autres, je suis simplement passé entre les mailles du filet. Je n'avais pas besoin d'aide, alors je n'en recevais pas. Je ne pense pas que mes parents aient fait ça exprès. C'est juste que, quand on a 4 enfants qui ont constamment des problèmes de santé, celui qui va bien devient un peu une pensée secondaire. Ils étaient toujours débordés par les visites à l'hôpital, les rendez-vous médicaux, les réunions à l'école pour les autres, si bien que je suis devenu ce gamin qui ne faisait pas d'histoire et qu'on finissait par oublier. C'était comme si j'étais invisible, mais pas dans un sens tragique de film dramatique, juste dans un sens pratique, on a déjà trop à faire. Enfin, je n'étais pas complètement seul. Quand j'avais 9 ans, je me suis fait 2 amis, Mia et Clara, qui étaient plus ou moins dans la même situation. Leur famille n'était pas géniale non plus, et on s'est trouvés comme ça, d'une façon silencieuse, instinctive. On s'est tout de suite entendu, tu vois? On comprenait ce que c'était d'être ignoré, d'être mis de côté, et ça nous alliait. Avec le temps, elles sont devenues plus ma vraie famille que ma famille biologique ne l'a jamais été. On était inséparables pendant toute notre scolarité, et on est restés ensemble même après le lycée. On est allés à l'université ensemble, on a été diplômés ensemble, et plus tard, on a déménagé dans un autre état ensemble. C'était comme si on avait construit notre propre petite famille avec les morceaux que nos vraies familles n'avaient pas su nous donner. Quant à mes parents, on ne se parlait pas beaucoup une fois que j'étais parti. Je suppose que c'était prévisible, puisqu'on ne se parlait déjà pas vraiment quand je vivais encore chez eux. Ma mère m'envoyait parfois des textos, surtout pour des banalités du genre « Comment vont les cours ?» ou « Tu travailles où maintenant ?» Ce genre de trucs. Notre relation restait très superficielle, mais honnêtement, c'était déjà mieux que pendant mon adolescence. Au lycée, on ne se parlait presque jamais. Donc oui, je n'attendais pas grand-chose d'eux, et je ne demandais pas grand-chose non plus. Je crois que le moment où j'ai vraiment compris à quel point on était déconnectés, c'est lors d'un appel de ma mère, l'an dernier. C'était quelques jours avant Thanksgiving, et elle m'a appelé sans prévenir. On ne s'appelle jamais, donc dès le départ, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'étrange. La dernière fois qu'on s'était parlé au téléphone, c'était peut-être 1 an plus tôt, quand elle m'avait juste informé de la date et du lieu des funérailles d'une de mes sœurs. C'est dire à quel point on ne se parlait pas. Bref, elle m'appelle et me demande à quelle heure j'arrive pour Thanksgiving. Et moi, je suis là, genre, parce que je n'avais aucune idée qu'il prévoyait quoi que ce soit pour Thanksgiving. Ce n'est pas comme si on avait une grande tradition familiale ou quoi que ce soit. En fait, de toute ma vie, je me souviens peut-être de 3 fois où ils ont essayé de fêter Thanksgiving ou Noël. Ce n'était tout simplement pas une habitude dans notre famille. Je lui ai dit que j'avais déjà des projets, je partais en voyage de ski avec Mia et Clara. Ce n'était pas comme si je pouvais tout laisser tomber pour venir, même si je l'avais voulu. En plus, je vis à 2 états de là, donc il aurait fallu que je réserve un billet d'avion des mois à l'avance. Mais elle a agi comme si j'étais juste en train de faire des histoires. Et là, elle commence à me culpabiliser, disant qu'elle allait se retrouver toute seule parce que mon père allait passer la journée à rendre visite à mon frère dans le centre où il se trouve. C'est à environ 2 heures de route de chez eux, donc apparemment mon père allait être absent la majeure partie de la journée. Je comprends, vraiment. Mais elle m'a prévenu 3 jours avant. 3 jours. Et j'étais censé apparaître comme par magie pour lui remonter le moral? Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir, et elle s'est fâchée, en me disant que je ne me souciais pas de la famille, ou un truc du genre. J'ai répété que j'avais déjà des plans, et elle a raccroché. Après l'appel, je suis resté là un moment, partagé entre la culpabilité et la colère. Parce que franchement, je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis des lustres, et maintenant, tout à coup, c'était moi le méchant parce que je ne venais pas à Thanksgiving. J'ai relu nos anciens messages juste pour vérifier si j'avais raté quelque chose, mais non. Rien sur Thanksgiving. Rien sur une envie de me voir. Elle m'avait juste appelé à la dernière minute en s'attendant à ce que je me pointe. J'ai fini par lui envoyer un message ce soir-là,
pour lui dire que j'avais un voyage de ski prévu pour Noël aussi et que je ne pourrais pas venir, mais que j'aimerais beaucoup qu'on se voie après le Nouvel An, histoire d'être poli. Elle n'a pas répondu. Quelques jours après cette histoire de Thanksgiving, j'essayais encore de me débarrasser de ce sentiment bizarre. Tu sais, quand quelque chose te trotte dans la tête sans que tu saches pourquoi. C'était ça. La façon dont ma mère avait essayé de me faire culpabiliser parce que je ne venais pas m'avait vraiment dérangé. Genre, elle m'appelle de nulle part, me fait sentir coupable, mais en même temps, elle ne m'a jamais prévenu qu'ils faisaient Thanksgiving. Comme s'ils s'attendaient à ce que je lise dans leurs pensées. Bref, j'étais passé à autre chose. Je me préparais pour mon voyage de ski avec Mia et Clara. On le planifiait depuis des mois et j'étais super enthousiaste. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de vraies vacances, donc on avait hâte de juste se détendre et profiter. Et là, sans prévenir, je reçois un texto de mon père. Mon père ne m'écrit presque jamais, donc je me suis dit que ça devait être important. Mais au lieu de dire quelque chose de raisonnable, il m'envoie « Si tu ne rentres pas pour Noël, j'arrête de payer tes études ». Au début, j'ai éclaté de rire. Genre, quoi? J'ai obtenu mon diplôme il y a 3 ans. Quel paiement? C'était tellement absurde que j'ai dû relire le message 2 fois pour être sûr de ne rien rater. J'ai cru qu'il s'était trompé de personne ou qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Alors je lui ai répondu en lui rappelant que j'avais déjà fini mes études. Et que, s'il croyait encore payer pour ma fac, il ferait bien de vérifier son compte en banque, parce que quelqu'un devait l'arnaquer. Je pensais que ça s'arrêterait là. Honnêtement, je pensais qu'il se sentirait idiot une fois qu'il se rendrait compte que je n'étais plus à l'université, mais non. Quelques heures plus tard, je reçois un autre texto de sa part, cette fois pour me dire que j'étais égoïste et ingrat. Il a ajouté tout un tas de trucs sur les sacrifices qu'ils avaient faits pour moi et mes frères et sœurs, et sur le fait que je ne les appréciais pas. D'accord. Premièrement, je n'ai jamais rien demandé à mes parents. Deuxièmement, je ne savais même pas qu'ils payaient mes études, parce que c'est ma grand-mère qui s'en était chargée. Elle m'avait clairement dit qu'elle ne voulait pas que mes parents se mêlent de mon éducation, alors elle avait tout pris en charge elle-même. Donc ouais, je n'avais aucune idée de ce dont mon père parlait. À ce stade, j'étais plutôt en colère. Je comprends qu'ils puissent être stressés à cause de mes frères et sœurs, mais me faire culpabiliser pour des choses qu'ils n'ont même pas faites? C'était un tout nouveau niveau d'absurde. J'ai donc répondu, en essayant d'être aussi poli que possible, quelque chose du genre « Je suis désolé que tu le prennes comme ça, mais c'est grand-mère qui a payé mes études. Je serais ravi de discuter après les fêtes, mais j'ai déjà des projets. » Je pensais que ça allait clore le sujet, mais non. Mon père a décidé de se lancer dans un grand numéro dramatique et a commencé à m'envoyer des messages sur le fait que j'avais abandonné la famille, que je leur tournais le dos, et qu'il en avait fini de m'aider si je ne faisais pas d'efforts. À ce stade, je fixais mon téléphone en me demandant ce qui se passait. Abandonner la famille? Je vivais seul depuis des années, et il ne l'avait presque pas remarqué. Et maintenant, tout à coup, parce que je ne laisse pas tout tomber pour revenir à Noël, je suis le méchant? J'avais envie d'ignorer tout ça, mais je n'arrêtais pas d'y penser. Plus j'y réfléchissais, plus j'étais en colère. Ils n'avaient pas pris de mes nouvelles depuis des mois, ils ne s'étaient jamais demandé comment j'allais. Mais dès qu'ils avaient besoin de quelque chose, c'était à moi de réparer la situation. J'étais censé être leur roue de secours, apparemment. Alors j'ai appelé Mia et Clara pour vider mon sac. Elles m'ont toutes les deux dit la même chose, que mes parents essayaient juste de me manipuler par la culpabilité. Mia a dit qu'il voulait sans doute que je revienne pour Noël uniquement pour ne pas se sentir coupable, pas parce qu'il voulait vraiment me voir. Clara, fidèle à elle-même, n'a pas mâché ses mots, qu'ils aillent se faire voir. Tu ne leur dois rien. J'ai décidé de dormir là-dessus et de me calmer avant de répondre à nouveau. Mais pendant que j'étais allongé dans mon lit, mon téléphone a vibré. C'était mon père. Cette fois, le message était court et glacial, « Si tu ne rentres pas, ne reviens plus jamais ». J'ai lu ça, et honnêtement, je me suis senti vide. Comment en était-on arrivé là? Comment étions-nous passés de mois de silence à une sorte de désaveu total juste parce que je ne venais pas à Noël? C'était surréaliste. J'ai fixé le message longtemps, et une partie de moi voulait répondre méchamment. J'avais envie de leur balancer à la figure toutes les fois où ils m'avaient ignoré, toutes les fois où j'avais eu l'impression de ne pas exister dans cette maison. Mais finalement, je n'ai rien répondu. J'ai posé mon téléphone, je me suis tourné sur le côté et j'ai essayé de dormir. Je ne voulais pas me laisser aspirer dans un drame familial juste avant les fêtes. Je ne voulais pas affronter leurs manipulations, leurs reproches, ou toutes les autres conneries qu'ils allaient m'envoyer. Alors j'ai laissé tomber. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec d'autres messages, cette fois de ma mère. Elle n'a pas dit grand-chose, juste qu'ils étaient déçus, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais si distant, et qu'ils espéraient que je changerais d'avis. J'ai un peu ri, parce que « distant » était un euphémisme. J'avais été distant toute ma vie, mais ils ne le remarquaient que maintenant. J'ai encore ignoré les messages et je me suis concentré sur les préparatifs du voyage de ski. Mia et Clara étaient surexcitées, et honnêtement, moi aussi. C'était la parfaite échappatoire à toutes ces histoires familiales. Nous sommes partis le lendemain, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé à mes parents. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais libre. Mais,
bien sûr, la paix n'a pas duré. Juste quand je pensais pouvoir tourner la page, j'ai reçu un autre message de ma mère, cette fois en plein milieu du voyage. Elle ne lâchait pas l'affaire. Elle a dit que si je ne rentrais pas bientôt, il devrait commencer à prendre des décisions pour l'avenir sans moi, des décisions qui ne me plairaient pas. Et là, tout s'est éclairé. Il préparait quelque chose de plus important que Noël. Peut-être que ça concernait un de mes frères, ou la maison, je ne savais pas. Mais soudain, tout prenait sens. S'ils insistaient autant, ce n'était pas pour les fêtes. Ils voulaient que je revienne pour une raison bien plus grande. Et honnêtement, cette réalisation m'a frappé comme un coup de poing. Pendant tout ce temps, je pensais qu'ils étaient juste envahissants ou qu'ils se sentaient seuls. Mais en réalité, ce n'était jamais à propos de moi. Pas vraiment. C'était à propos de ce qu'ils pouvaient obtenir de moi. J'en avais fini. Après toute cette histoire de manipulation émotionnelle, je pensais que les choses allaient se calmer. J'ai ignoré leurs messages, je suis parti en voyage, et j'ai essayé de me concentrer sur le fait que j'avais ma propre vie, mes propres projets, et que je ne comptais pas me laisser aspirer dans leur monde de reproches et d'attentes. Mais, évidemment, ce n'était pas si simple. De retour chez moi, alors que je reprenais ma routine, j'ai reçu un message de mon grand frère, Jake. Je n'avais pas parlé à Jake depuis des mois, probablement plus, en réalité. En grandissant, c'était le seul frère que je pensais peut-être capable de me comprendre un peu. Il n'était pas aussi malade que les autres, donc je pensais qu'on aurait pu être plus proche, mais il a toujours été trop absorbé par sa propre vie. Peu importe. Bref, voir son nom s'afficher sur mon téléphone m'a surpris. Son message était simple et « faut qu'on parle ». Je ne savais pas ce qu'il voulait, mais je n'étais pas d'humeur pour encore un drame familial. Je lui ai répondu « à propos de quoi ?» Quelques minutes plus tard, il m'appelle. J'ai hésité à décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Je décroche, et avant même que je puisse dire bonjour, il balance « Papa et maman parlent de te désigner comme tuteur légal pour un des garçons quand ils ne seront plus là. » J'ai failli lâcher mon téléphone. Mon cœur battait à tout rompre, et je suis resté figé quelques secondes. C'était une blague? Après toutes ces années à être quasi absent de ma vie, ils allaient maintenant me refiler cette responsabilité? Mais de quoi tu parles? Ai-je fini par demander. J'ai qu'à soupirer, comme si c'était moi le déraisonnable. Tu sais comment sont papa et maman. Ils ont beaucoup à gérer avec les autres garçons, et ils ne seront pas là éternellement. Ils doivent s'assurer que quelqu'un prendra le relais. Je sentais la colère monter. Et ils pensent que ce quelqu'un, c'est moi? Après tout ce qu'ils ont fait? Après toutes ces années d'ignorance et de manipulation, ils supposent que je vais tout laisser tomber pour rattraper leurs erreurs? Jake ne semblait pas comprendre pourquoi j'étais furieux. Écoute, je sais que c'est beaucoup, mais tu es le seul qui soit vraiment stable. Le reste d'entre nous, on a nos propres problèmes. J'ai presque ri. Ouais. Eh bien, peut-être que vous auriez dû y penser avant. J'étais même pas au courant que c'était un truc. Il ne m'avait jamais rien dit. Il comptait t'en parler, dit-il. Mais j'ai pensé que tu devrais savoir avant qu'ils essaient de te le balancer comme ça. J'étais furieuse. Ce n'était plus seulement une histoire de Noël ou de Thanksgiving. C'était bien plus grand. Il prévoyait quelque chose à long terme, et il n'avait même pas pensé à m'en parler avant maintenant, quand ça les arrangeait. Il ne m'avait pas parlé depuis des années, et maintenant il voulait que je prenne le rôle de la responsable? Non. Juste non. Alors quoi? Ils en ont discuté dans mon dos? Demandai-je, essayant encore de comprendre. Genre, ils ont juste décidé que je prendrais la responsabilité sans même me demander? Ouais, à peu près, admit Jake. Ils planifient ça depuis un moment. Je suis restée là, silencieuse, fixant le mur, essayant de digérer la nouvelle. Une partie de moi avait envie de hurler sur Jake, mais je savais que ce n'était pas vraiment sa faute. Il n'était que le messager. Mais ça ne changeait rien au fait que mes parents étaient sur le point de me piéger dans le pire plan possible. Ils ne demandaient pas juste une faveur. Ils me demandaient de consacrer le reste de ma vie à réparer leurs erreurs. J'en avais fini d'être invisible, mais je n'allais pas devenir leur plan de secours. Alors, je suis censé faire quoi? Demandai-je, plus abattu qu'autre chose. Laisser tomber toute ma vie et rentrer à la maison? Abandonner tout ce pour quoi j'ai travaillé? Jake n'avait pas de réponse. Il a essayé de parler de la difficulté pour nos parents, de comment ils avaient du mal à tout gérer avec les soins de mon frère. Mais je m'en fichais. J'avais passé toute ma vie à être mise de côté parce que je n'étais pas un problème. Et maintenant, il voulait se servir de moi parce que j'étais la seule à avoir réussi à m'en sortir? Ce n'était pas juste. Je ne le ferai pas, dis-je en le coupant au milieu de sa phrase. Je ne serai pas leur plan de secours. Ils n'en ont rien eu à faire de moi pendant 25 ans, et ils n'ont certainement pas le droit de me rendre responsable de tout maintenant. Jake resta silencieux quelques secondes, puis dit « Je comprends. Je comprends vraiment. Mais tu fais toujours partie de la famille. » La famille? Ce mot me donnait envie de hurler. Oui, je faisais partie de la famille, mais seulement quand ça les arrangeait. Seulement quand ils avaient besoin de quelque chose. Quand j'étais enfant, ils s'en fichaient que j'aille bien ou que j'ai besoin d'aide. Mais maintenant qu'ils avaient peur de l'avenir, soudainement j'étais celle dont ils avaient besoin. Dis-leur que je ne suis pas intéressé, dis-je, et ne m'appelle plus pour ça.
J'ai raccroché avant que Jake puisse répondre. Pendant un moment, je suis resté là, à fixer le téléphone, essayant de me calmer. J'avais l'impression que toute ma vie avait mené à ce moment où j'en avais enfin eu assez. Assez des manipulations, des messages culpabilisants, du fait d'être ignoré jusqu'à ce qu'on ait besoin de moi. Je ne serai plus jamais leur filet de sécurité. Quelques jours passèrent sans aucun contact de Jake ni de mes parents. C'était comme s'ils attendaient que je reprenne mes esprits, que je change d'avis et que je devienne la gentille fille qu'ils avaient soudainement décidé que je devais être. Mais je ne comptais pas céder. Je n'allais pas leur laisser me refiler leurs problèmes juste parce que j'étais la seule encore debout. Puis une lettre est arrivée par la poste. Elle venait de ma mère. Elle n'avait même pas appelé. Elle avait juste envoyé une lettre, comme si on vivait au 19e siècle. La lettre était longue et décousue, remplie des mêmes tentatives de culpabilisation que j'avais déjà entendues 1000 fois. Elle parlait de combien ils avaient besoin de moi, de combien c'était difficile pour eux, et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire si je n'aidais pas. Mais ce qui m'a vraiment mise en colère, c'était la dernière partie. Ma mère avait écrit. On ne te demande pas grand-chose, Olivia. On veut juste savoir que, quand on ne sera plus là, quelqu'un sera là pour prendre le relais de la famille. C'est là que j'ai compris ce qu'ils voulaient vraiment. Ils ne se souciaient pas de moi. Ils se souciaient seulement que leur bazar soit nettoyé après leur mort. Ils ne voulaient pas que je revienne parce que je leur manquais ou parce qu'ils m'aimaient. Ils voulaient que je revienne parce que j'étais pratique. Parce que j'étais la seule qui ne s'était pas effondrée. J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée à la poubelle. J'en avais fini. Mise à jour 1. Après cette lettre de ma mère, je pensais avoir atteint ma limite. Je me disais, qu'est-ce qu'ils pourraient bien encore me faire que je n'ai pas déjà vécu? J'en avais déjà assez de leur manipulation, de leur tentative de me faire culpabiliser. Ils essayaient de me rendre responsable de leurs erreurs. Mais évidemment, j'avais tort. Ce n'était pas fini. Loin de là. Une semaine ou deux après avoir jeté la lettre, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose en moi était curieux. Peut-être que c'était encore Jake, ou peut-être l'un de mes parents essayant d'utiliser un autre numéro puisque j'ignorais les leurs. Bref, j'ai décroché. Salut, Olivia, c'est Sarah. Sarah, c'est une de mes sœurs. On n'a jamais été proches. Elle a toujours eu ses propres problèmes, hôpitaux, thérapeutes, tout ça. J'avais de la peine pour elle, oui, mais je ne la connaissais pas vraiment. On était presque des étrangères vivant sous le même toit. Alors l'entendre maintenant, après tout ça, c'était bizarre. Salut, dis-je, sans savoir où elle voulait en venir. Écoute, comment ça t'est-elle? Je sais que c'est tendu entre toi, maman et papa, mais il faut vraiment que tu m'écoutes. Je sentais déjà mon estomac se nouer. Voilà, ça recommence, pensais-je. Encore de la culpabilité, encore une tentative de me faire revenir. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je, essayant de rester neutre, mais déjà prête à encaisser n'importe quelle absurdité. Elle prit une grande inspiration, puis dit, ils ne vont pas bien. Genre, vraiment pas bien. La santé de papa décline rapidement, et il panique parce que personne ne s'occupe des garçons. Ils ont peur, Olivia. Ils ne savent plus quoi faire. Je ne dis rien pendant un moment. Ce n'est pas que je m'en fichais. Non. Je ne voulais pas voir qui que ce soit souffrir, même pas mes parents. Mais après tout ce qu'ils avaient fait, après des années à n'en avoir rien à faire de moi, je ne pouvais pas simplement tout laisser tomber pour les sauver. Je n'étais pas leur pansement. Je suis désolé d'apprendre ça, dis-je calmement. Mais je ne peux pas tout abandonner. J'ai une vie, moi aussi, Sarah. Elle soupira, frustrée. Je comprends, mais tu es la seule en position d'aider. Jake tient à peine le coup, et tu sais très bien ce qu'il en est pour moi et les autres. Il n'y a personne d'autre, Olivia. Ils sont désespérés. Désespérés parce qu'ils ont ignoré tout ça pendant des années, répliquai-je, sentant la colère remonter. Ils ont laissé la situation pourrir, pensant qu'elle disparaîtrait d'elle-même. Et maintenant, parce que je suis la seule à avoir réussi à m'en sortir, c'est à moi de réparer? Ce n'est pas juste, Sarah. Je sais que ce n'est pas juste, dit-elle doucement. Mais c'est comme ça. Ils ont besoin d'aide. Et voilà, encore la même histoire. Peu importe ce que je faisais, peu importe à quelle distance je mettais entre nous, ils trouvaient toujours un moyen de me tirer en arrière. Je sentais la pression monter, la frustration et le ressentiment de toutes ces années bouillonner à la surface. Je ne le ferai pas, dis-je, la voix plus tranchante que je ne le voulais. Je ne serai pas celle qui nettoiera leurs erreurs. Ils ne se sont jamais souciés de moi quand j'étais gamine, et ils n'ont certainement pas le droit de venir me chercher maintenant, juste parce que ça les arrange. J'ai ma propre vie. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes. J'ai entendu la blessure dans la voix de Sarah quand elle a repris la parole. Je comprends, Olivia. Vraiment. Mais ce n'est pas une question de toi ou de moi. C'est une question de famille. C'est une question de ce qui va arriver aux garçons quand ils ne seront plus là. Si on ne s'en occupe pas, qui le fera? Ces mots m'ont frappé. Pas parce que je me sentais soudainement responsable, mais parce que j'ai compris à quel point nous étions tous piégés. Mes parents avaient passé des années à me négliger, à me mettre de côté, et maintenant ils essayaient de se servir de moi comme d'un plan de secours. Et mes frères et sœurs? Eux aussi étaient coincés au milieu de tout ça,
aussi prisonnier que moi, sauf qu'il n'avait pas la force de se défendre. Je suis désolé, dis-je de nouveau, plus doucement cette fois, mais je ne peux pas. Je ne veux pas. Un long silence suivit, et je pouvais sentir tout le poids de sa déception à travers le téléphone. Mais je n'allais pas céder. Pas cette fois. Je ne le pouvais pas, d'accord, finit-elle par dire, d'une voix plate. Je leur dirai. Elle raccrocha avant que je puisse répondre, et je suis resté là, un moment, à fixer mon téléphone, partagé entre le soulagement et la culpabilité. Je savais que je ne devais rien à mes parents, mais ça faisait quand même mal. Ça faisait mal de savoir que ma famille se désintégrait, et que je ne pouvais rien y faire. Ou peut-être que je le pouvais, mais que je n'étais tout simplement plus prête à me sacrifier pour eux. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une autre lettre de ma mère. Cette fois, c'était encore pire. Elle n'a même pas pris la peine de faire semblant d'être aimable. Elle est passée directement à la culpabilisation. Elle écrivait à quel point elle était déçue de moi, comment je laissais tomber la famille, comment elle ne pouvait pas croire que je tourne le dos au mien dans un moment pareil. Elle ajoutait des phrases sur tout ce qu'elle et mon père avaient sacrifié pour nous, et qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter une fille aussi égoïste. C'était brutal. Et, pendant une seconde, ça a marché. J'ai ressenti cette vieille piqûre familière de culpabilité, la même que j'avais ressentie toute ma vie. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les années où j'avais été invisible. De toutes les fois où ils m'avaient oublié. De tous les moments où j'avais eu besoin d'eux et où ils n'étaient pas là. Et j'ai compris que tout ça, ce n'était pas une question d'aide. C'était une question de contrôle. C'était une manière de me ramener dans leur toile, de me faire croire que je leur devais quelque chose. Mais je ne leur devais rien. Plus maintenant. J'ai froissé la lettre et l'ai jetée à la poubelle, comme la précédente. J'en avais fini. Fini d'être leur pion. Fini de les laisser me manipuler. J'avais ma propre vie, et je n'allais pas la leur laisser détruire. Le lendemain, j'ai bloqué leur numéro. J'ai aussi bloqué celui de Jack, par précaution. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la seule qui me semblait juste. Je ne pouvais pas continuer à les laisser m'entraîner vers le bas, à me faire croire que j'étais responsable de leurs erreurs. Ils avaient fait leur choix, à eux d'en assumer les conséquences. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Mise à jour 2. Bloquer leur numéro fut un soulagement. Comme si un immense poids avait enfin quitté mes épaules. Pour la première fois, peut-être de toute ma vie, j'avais le contrôle de la situation. Je n'attendais plus ce message culpabilisant de ma mère ou un appel surprise de Jack. C'était calme. Paisible. Mais évidemment, ça n'a pas duré. 2 semaines après avoir tout bloqué, on a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai cru que c'était une livraison, ou un voisin. Mais quand j'ai ouvert la porte, elle était là, ma mère. Devant chez moi, comme si elle avait tous les droits du monde d'être là. Je ne sais pas comment elle m'avait trouvé. Je ne me cachais pas vraiment, mais je ne pensais pas qu'elle oserait simplement venir. Elle avait l'air différente. Plus vieille, peut-être. Ou juste épuisée. Quoi qu'il en soit, je voyais bien que la vie n'avait pas été tendre avec elle. Mais je n'ai pas eu de peine. Plus maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici ? Demandai-je, gardant ma voix aussi calme que possible. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle resta là à me regarder, comme si elle ne me reconnaissait plus. Finalement, elle parla. Il faut qu'on parle, Olivia. Je soupirai. Non, justement, non. On n'a plus rien à se dire. J'ai tout dit, j'ai pris ma décision. Elle fit un pas en avant, comme si elle allait entrer, mais je me plaçai dans l'embrasure, bloquant le passage. Pas question que je la laisse entrer pour que ça se transforme encore en séance de culpabilisation. S'il te plaît, écoute-moi, dit-elle d'une voix plus douce. Ton père va de plus en plus mal. Il fait des allers-retours à l'hôpital, et on ne sait pas combien de temps il lui reste. Je ne sais plus quoi faire, Olivia. Et voilà. La carte qu'elle attendait de jouer, ton père est mourant. Elle ne l'a pas dit mot pour mot, mais c'était clairement le message. Et je ne suis pas sans cœur. Je ne veux pas que mon père souffre. Mais après tout ce qu'ils m'ont fait, je ne pouvais pas tout abandonner pour accourir à leur chevet. Je suis désolé, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. Mais ce n'est pas mon problème. Vous avez eu des années pour régler ça. Vous ne pouvez pas débarquer maintenant et attendre que je répare tout. Elle me regarda comme si je venais de la gifler. Je ne te demande pas de tout réparer. Je te demande juste d'être là, pour la famille. Pour la famille ? Répétai-je, presque en riant. Quelle famille ? Celle qui m'a ignoré pendant 25 ans ? Celle qui ne m'appelle que quand elle a besoin de moi. Ce n'est pas une famille, maman. C'est de la manipulation. Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait répliquer. Mais au lieu de ça, elle a fondu en larmes. Là, sur le pas de ma porte. Je ne savais pas quoi faire. Je n'allais pas l'inviter à entrer, mais je ne pouvais pas non plus rester là à la regarder pleurer. Écoute, dis-je plus doucement. Je comprends que ce soit difficile. Vraiment. Mais je ne suis pas ton plan de secours. Je ne suis pas celle qui va venir arranger les choses. Tu as fait tes choix. À toi d'en assumer les conséquences. Elle essuya ses larmes et me regarda. Et je vis la colère remplacer la tristesse. On a fait de notre mieux, Olivia.
Tu ne comprends pas ce que c'était, de vous élever tous, de gérer tout ça. On n'avait pas le temps pour toi parce qu'on essayait de sauver les autres. Et voilà. L'excuse. La même que j'avais entendue toute ma vie. Et ce n'est pas ma faute, répondis-je d'une voix ferme. C'est toi qui as choisi d'avoir 5 enfants. C'est toi qui as choisi de te concentrer sur les autres et de me laisser tomber. C'était ta décision, pas la mienne. Et maintenant, tu veux me faire culpabiliser pour ça? Je ne le ferai pas, maman. Je ne le ferai plus. Elle resta plantée là longtemps, sans un mot, me fixant comme si elle ne me reconnaissait plus. Et peut-être qu'elle ne me reconnaissait vraiment pas. Peut-être que, dans sa tête, j'étais encore cette petite fille qu'on pouvait ignorer parce qu'elle ne posait pas de problème. Mais je n'étais plus cette fille. J'avais cessé d'être invisible. Enfin, elle parla, donc c'est ça. Tu vas juste nous tourner le dos? Je secouai la tête. Non. C'est vous qui m'avez tourné le dos, il y a longtemps. Moi, je fais juste enfin demi-tour. Elle n'eut rien à répondre. Elle fit volte-face et s'en alla, regagnant sa voiture. Je la regardais partir, le cœur traversé d'émotions contradictoires. Une part de moi était triste, oui. Mais la plus grande part de moi se sentait libre. Comme si j'avais enfin déposé un fardeau que je portais depuis des années, un fardeau que j'aurais dû poser bien plus tôt. Après son départ, je suis rentré et je me suis assise, essayant d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus blessé. J'en avais juste fini. Fini avec la culpabilité, la manipulation, ce sentiment constant de ne jamais être assez. Je ne serais pas leur solution de secours. Je ne serais pas leur dernier recours. J'avais ma propre vie à vivre, et je n'allais plus les laisser me tirer vers le bas. Les semaines suivantes furent calmes. Je n'ai eu de nouvelles de personne. Pas d'appel, pas de lettres, rien. Et honnêtement, c'est la meilleure période que j'ai vécue depuis longtemps. Je me suis concentré sur mon travail, sur mes amis, sur ma vie. Je ne regardais plus derrière moi, attendant le prochain message de leur part. Je ne vivais plus dans l'ombre de leurs attentes. Et puis, environ un mois plus tard, j'ai reçu un email. Pas de ma mère ni de mon père cette fois, mais de Jack. Il était court, à peine quelques phrases, mais il disait tout ce qu'il y avait à savoir. Papa est mort la nuit dernière. Je pensais que tu devrais le savoir. Je suis resté longtemps à fixer l'écran, sans vraiment savoir quoi ressentir. Je n'étais pas surprise. Je savais que ça allait arriver. Mais je n'étais pas triste non plus. En réalité, je ne ressentais presque rien. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à appeler Jack, à lui demander comment il allait, peut-être même à lui présenter mes condoléances. Mais j'ai vite compris que ce serait juste une nouvelle étape dans le même cycle, une autre occasion pour eux de me reprendre au piège. Et cette fois, je ne tomberai pas dedans. J'ai fermé l'email sans répondre et j'ai poursuivi ma journée. Je ne faisais plus partie de leur monde, et pour la première fois, ça m'allait parfaitement.